Je vous propose de reprendre un peu cette série sur la découverte de l'Allemagne. En rouge, c'est ce qu'on a déjà fait. Et donc ce soir, on va s'intéresser à un tournant, c'est-à-dire la Prusse et l'Autriche. Et on verra que cette partie va s'alimenter de quelque chose qui est arrivé avant. Voilà le programme de cette soirée, donc en trois parties. D'abord la guerre des duchés avec la guerre contre le Danemark, avec notre amie Françoise Dubuisson qui a accepté de s'y coller. On va parler du tournant de la bataille de Sadova avec Alain-Jacques Tornard. Et on finira avec une vidéo comme on a vu les dernières sur la bataille de Sadova où vous allez pouvoir rentrer dans la bataille avec les cartes animées, voir déplacer les troupes. Alors, juste pour rappeler le contexte, donc c'est toujours cette guerre Hohenzollern contre Habsbourg. Les Hohenzollern qui ont une vision plutôt petite Allemagne avec la Prusse qui est leader de ce mouvement et une solution Grande Allemagne qui serait pilotée par les Habsbourg. Et donc on va parler après des duchés. Alors donc cette bataille de Sadova du 14 juin 1966 va marquer donc cette rupture. Elle va concrétiser cette gain des Hohenzollern sur les Habsbourg. Et donc ce tournant majeur dans la redistribution des cartes en Europe centrale va nous présenter Jacques. Et il faut s'imaginer qu'on est à 4 ans de la guerre de Sedan, qui sera cette fois le lancement du Deuxième Reich allemand, que Bismarck a voulu par le fer et le sang. Et donc en troisième partie, on verra ça. Donc je passe tout de suite la parole à Françoise Dubuisson pour cette partie. Juste quand même vous dire un peu où ça se passe. Donc on parle des duchés de Schleswig, d'Holstein et de Lauenburg, en sachant que les princes danois sont plutôt héritiers du grand-duché de Oldenbourg. Alors non, je ne me suis pas collée aux guerres du Schleswig, mais il se trouve que je travaille depuis quelque temps sur des lettres de Louis Appia, qui est l'un des fondateurs de la Croix-Rouge, et il s'est trouvé que la Croix-Rouge fait un peu sans jeu de mots, ses premières armes lors de la deuxième guerre du Schleswig-Holstein. Donc c'est pour ça que c'était pour moi assez intéressant d'avoir une idée un peu plus générale, parce que je dois bien vous dire que lorsque j'ai vu ces lettres et qu'on me parle de la guerre du Schleswig-Holstein, je suis restée un peu courte. Même en remontant dans mes souvenirs historiques, il ne restait rien, donc il fallait que je révise un petit peu les choses. Donc à l'écran, vous voyez les armoiries, les blasons. Je commence rarement par des armoiries, les grandes armoiries des différents États. Mais là, vous avez à votre gauche le Danemark. On voit tout de suite parce que c'est plus simple. Et puis de l'autre côté, la Prusse. Mais la Prusse après 1866. Et donc, on voit qu'il y a vraiment un glissement. Enfin, vous constaterez, il y a un glissement de l'un à l'autre. Ici, c'est le Oldenbourg, là, le reste de la famille Oldenbourg dont tu parlais. Ici, vous avez le Schleswig, justement, qui évidemment passe ensuite de l'autre côté, là, en 66, il y a un glissement, et puis en 66, on voit aussi apparaître sur le blason de la Prusse, vous le voyez à peine, mais ici, la petite tache rouge, ici, c'est le Holstein. Donc, c'est toujours intéressant, et puis en plus, c'est joli, ça permet de commencer en couleur, et de voir que pour le Danemark, disons, le 19e siècle est un siècle compliqué. Alors, ça commence déjà assez mal, puisque suite au bouleversement napoléonien, le Danemark perd la Norvège, qui est associée à la Suède et qui le restera jusqu'au début du XXe siècle. Donc le Danemark est quand même affaibli dans le courant du XIXe siècle, ce qui explique aussi des visions assez fermées. Disons qu'il est tout le temps sur la défensive, en fait, parce que c'est une période un peu compliquée. Donc là, je vous ai mis vraiment le fil conducteur. Alors, on va remonter très haut, mais je vous rassure, on ne va pas rester trop longtemps au XVe siècle. Mais quand même, ça commence déjà
assez haut dans le temps, j'y reviendrai. Puis c'est pour ça que je vous ai mis un petit décrochement, parce qu'évidemment on saute après, tout se passe dans un espace de temps assez court, entre 1848, donc ce qui est en bleu, bleu de Prusse, je signale quand même, c'est tout ce qui concerne la Prusse, et la guerre, et le Danemark aussi, et en rouge, j'ai mis, c'est pas le Danemark, mais c'est les événements liés à la Croix-Rouge, hein, au Comité international de secours aux militaires blessés. Et on voit vraiment, il y a une sorte de parallélisme pour la deuxième guerre de Schleswig, la guerre des duchés. Donc, un petit mot, j'ai aussi repris la fameuse carte de la Confédération germanique, mais cette fois pour vous montrer la petite tache, hein, c'est une guerre picrocolline, hein, ces deux guerres. Cette petite tache ici avec le Schleswig-Holstein, le rose signifiant que au début de notre histoire, en 1848, le Schleswig-Holstein reste unifié, est une région unifiée, qui ne fait pas partie territorialement du Danemark, mais qui est unie au roi du Danemark, à la couronne danoise, donc à la personnalité du souverain danois. Je vous montre juste où se situe Ribe. S'il y a des Danois parmi nous, je ne sais pas comment on prononce. Ce petit endroit c'est un endroit apparemment touristiquement très intéressant. C'est la plus ancienne ville du Danemark, fondée au 7e siècle, et qui à l'époque était un port extrêmement important, et donc une des villes les plus importantes du royaume du Danemark jusqu'au 15e siècle. Après, Ribe va avoir divers soucis économiques et va devenir cette toute petite ville d'aujourd'hui d'à peu près 8000 habitants. Il n'empêche qu'en 1460, un traité est signé à Ribe avec Christian Ier du Danemark, et finalement on met fin à des querelles en joignant le Schleswig et le Holstein à la personne du roi. Et donc vous voyez que chaque fois qu'il y a une querelle de succession, eh bien cette question du Schleswig-Holstein peut remonter à la surface, et ce rattachement est prévu pour 400 ans. Alors en 1460, on se dit qu'on a le temps de voir venir, 400 ans, mais 400 ans, si vous calculez, ça fait 1860, et on est pile dans ces périodes où ces questions de succession, et notamment liées aux montées différentes des nationalismes, à la crispation du Danemark sur les questions territoriales, font que un traité qui jusque-là avait complètement passé inaperçu, et comme souvent au 19e, on ressort les vieux papiers et on se dit « Ah ah, qu'est-ce donc que cela? Voyons ce qui se passe ». Et c'est vraiment cet élément-là qui va être un des facteurs déclenchants de la difficulté, des difficultés de succession. Il se trouve que le Christian VIII, le premier dans les trois que vous avez vus, à sa mort, finalement ça ne se passe pas trop mal, c'est Frédéric VII qui va reprendre sa place en mars 1848. Frédéric VII, roi du Danemark, prend la couronne et donc aussi la souveraineté personnelle sur le Schleswig-Holstein, Saxe-Lauenburg. C'est un peu compliqué, hein. C'est une histoire vraiment compliquée, j'essaye de vous rendre les choses simples. Mais... Juste une chose. Le traité de Ribe disait que les trois duchés n'avaient pas le droit de fusionner. Alors, non seulement, alors ça va même un peu plus loin que ça, les trois duchés ne peuvent pas fusionner, et ça le Schleswig-Holstein ne veut pas, absolument pas fusionner, et en plus ils ne peuvent pas être rattachés à l'État du Danemark. Ils doivent rester fiefs et propriété du souverain et pas de l'État. Donc il y a double impossibilité, on peut rien changer. C'est un fief au sens médiéval du terme. Et donc Frédéric VII, qui est une personnalité, on dira, bien affirmée, lorsqu'il prend la succession de son père, est confronté à des demandes au sein de son État du Danemark de modification de constitution, et notamment une ouverture vers une constitution moins autocratique, et la volonté d'avoir un État véritablement constitutionnel. Et Frédéric VII n'est pas opposé, contrairement à son père, n'est pas opposé à cette idée. Et il accepte de mettre fin à l'absolutisme, mais quand il arrive au pouvoir, il accepte aussi une volonté du Danemark
de déclarer le Schleswig-Holstein partie de l'État danois. Parce que, évidemment, le Schleswig-Holstein n'appréciait pas. Le Schleswig-Holstein voulait lui rester un État indépendant, membre de la Confédération germanique. Un peu comme les Suisses, hein, comme ça on n'est ni l'un ni l'autre, on peut rester le plus indépendant possible. Donc, lorsque Frédéric VII arrive au pouvoir et proclame cette intégration, eh bien, ça crée de gros problèmes, et notamment le Schleswig-Holstein se soulève, et du côté allemand, du côté prussien, évidemment, on va soutenir ces velléités. Alors, il y a aussi, il faut rajouter à cela, une question linguistique. Il se trouve que le nord du Schleswig parle danois, que le sud du Schleswig et le Holstein parlent plutôt allemand. Donc il y a encore une frontière linguistique. Je ne vous parle pas des côtés qui parlent frison et autres dialectes, qui, disons, se rallient la plupart du temps, soit aux uns, soit aux autres. Donc il y a une partie centrale, médiane, qui est un peu mixte, hybride en quelque sorte, au niveau linguistique. Et on sent cette frontière linguistique. Le nord du Schleswig ne voit pas trop de soucis à être attaché au Danemark, et le sud, absolument opposé. Et on prend prétexte du côté Holstein et du côté prussien de ce traité pour dire que Frédéric VII contrevient au traité. Donc ça part assez vite, hein. À l'aube du 9 avril 1848, les troupes du Schleswig-Holstein attendent l'attaque de l'armée danoise. Environ 5000 soldats du côté Schleswig-Holstein-Prusse, parmi lesquels notamment, et c'est ce que vous avez à l'écran, des gymnastes. Vous savez, ces grandes associations de gymnastes et des étudiants qui venaient de Kiel, grand port sur la Baltique, et assez remontés et voulant absolument rester dans la Confédération germanique et ne pas du tout faire partie du Danemark. Quelques troupes prussiennes également, pas grand-chose, et ils se retrouvent face à eux 11 000 Danois, donc une légère supériorité numérique du côté des Danois, et des soldats de métier, si j'ose dire, donc hussards de la garde, dragons, corps de chasseurs, infanterie, avec des dizaines de canons, avec vraiment tout ce qu'il faut pour imposer ce changement de frontière en quelque sorte. En plus, le Danemark est connu pour sa marine, et une marine de guerre puissante. Alors il s'était un tout petit peu fait avoir par les Britanniques pendant la période napoléonienne, il leur en restait quand même pas mal de ces bateaux. Notamment là, ils mènent sur la frontière, enfin sur l'eau, 5 navires de guerre, des canonnières, enfin vraiment, ils essayent au maximum près de Kiel et de gagner. Et le Schleswig-Holstein, même en révolte, et malgré la population vraiment plutôt favorable à la Prusse, et ce qu'on appelait les Heider, parce que justement, voilà, ici vous avez l'Eider. Et du coup, les partisans de la réunion à la Confédération germanique s'appellent les Eiders. Ils revendiquent donc le maintien du Schleswig-Holstein et de rester lié à la Confédération germanique pour rester indépendant. Je dis bien, c'est pas forcément pour être prussien, hein, mais c'est vraiment pour pouvoir rester indépendant. À qui les gens ont beau protester, mais la forteresse est très vite occupée et en gros, je vous fais un peu court quand même, mais les soldats danois vont gagner vraiment de façon massive contre les soldats, enfin l'armée un peu de bric et de broc réunis par le Schleswig-Holstein et la Confédération germanique, malgré un soutien quand même assez avéré. Et ça va être un choc, je pense, assez sérieux. Alors, il va y avoir deux effets, et vous avez là l'entrée de Frédéric VII, roi du Danemark, à Flensburg, au bout du fjord. Donc là, c'est une entrée triomphale, certes compliquée, mais la défaite est assez massive. Et alors, la Prusse, vraiment, c'est peu de dire qu'elle n'apprécie pas
Les Danois d'un côté triomphent, obtiennent exactement le pouvoir qu'ils souhaitaient en 1949. Il va y avoir un cessez-le-feu qui va être signé, un traité qui va être signé à Malmö. On introduit la Suède pour avoir un terrain presque un peu neutre, mais uniquement entre le Danemark et la Prusse pour faire une sorte de cessez-le-feu. Le traité est signé, mais la question n'est absolument pas résolue, si bien que des nouveaux troubles surgissent en 50-51, et il faut attendre finalement 52 pour que les puissances européennes, assez inquiètes de ces troubles, décident de trouver une solution, et cette fois encore un peu plus loin, et c'est le protocole de Londres de 1852 qui va être signé pour essayer de calmer le jeu. Donc, d'un côté, le Danemark doit reconnaître les duchés comme des États indépendants au sein du Danemark. Donc, on revient à ce qui était dit au traité de Ribe et reçoit l'interdiction formelle d'annexer le Schleswig-Holstein. Donc, on revient un peu au statu quo. Et puis, entre deux, les Prussiens avaient trouvé une sorte de possible prince qui pourrait prendre la succession du roi du Danemark, si jamais. Et ce prince, d'une famille parallèle au Oldenburg, signe expressément une renonciation à réclamer un quelconque droit sur le Schleswig-Holstein-Lauenburg. Donc tout ça a l'air de se terminer plutôt bien, mais en fait le feu couve parce que la Confédération germanique et la Prusse n'apprécient pas du tout cette solution qui n'en est pas. Et puis surtout, on se rend bien compte que Frédéric VII, eh bien plus le temps passe, moins il a d'héritiers. Donc pas d'héritier veut dire querelle qui va recommencer à sa disparition. Et il faut la préparer. Et je pense que cette guerre vraiment lourdement perdue par la Prusse va inciter la Prusse, et ça alors après on pourra en discuter, hein, mais va inciter notamment la Prusse à mettre sur pied une politique beaucoup plus agressive. Et notamment, le ministre de la guerre, Albrecht von Roon, lance dès la fin des années 50, il est ministre de 59 à 1873, et dès son arrivée, il prend une initiative assez intéressante, c'est d'instaurer un service militaire universel de 3 ans. Messieurs, je vous laisse imaginer le plaisir de la population à voir ça, voilà. Donc il va se faire détester cordialement par toute la population, il va y avoir des soulèvements, mais il ne bouge pas. Bismarck, qui est à ses côtés, ne bouge pas non plus, il trouve ça même une excellente idée. Et dès 61, mais même Albrecht von Roon à la tête de la marine. Donc on a la même personne qui gère l'armée de terre, l'armée de mer, et qui décide de renforcer considérablement l'armée prussienne. Et c'est un vrai tournant dans le siècle. Hein. Avant, la Prusse se croit importante. Elle y va en pleine confiance contre le Danemark qui était un peu fléchissant. Elle se fait battre lourdement et elle va en tirer les conséquences. Elle ne se retrouvera plus au XIXe siècle dans cette situation. Et c'est donc dans cet état d'esprit que survient la deuxième crise, cette fameuse guerre des duchés, bis, ce qu'on appelle aussi la deuxième guerre du Schleswig. En novembre 1863, Frédéric VII meurt, mi-novembre à peu près. Et il sentait bien que ça allait arriver, il avait quand même essayé de préparer la succession. Or, il y a encore une couche en plus, si vous avez le courage, de complications là-dedans, c'est les lois qui président aux successions. Vous le savez, soit on permet à n'importe quel descendant ou descendante d'accéder au trône, soit on est plus restrictif et généralement on préfère les descendants mâles. Une surprise pour personne. Hein. Le Danemark a une loi qui est un peu souple, qui permet, sous certaines conditions, ce qu'on appelle une loi demi-salique, permet l'arrivée de descendants par les femmes. Et c'est le cas du successeur désigné de Frédéric VII, qui est en fait l'époux de la nièce du père de Frédéric VII. Je vous passe les détails. Par sa femme, il est en bonne posture. L'État du Danemark reconnaît son arrivée, même si Frédéric VII n'aime pas ce personnage, un peu rigide. Frédéric VII est un peu fantasque. C'est un homme qui s'est marié 3 fois, enfin il a comme ça il est un peu particulier. Alors là, Christian
Christian IX, pas du tout. Et Christian IX, grâce à sa femme, est pressenti pour le pouvoir, et Frédéric VII essaye, met en place une constitution de novembre qui reconnaît à nouveau une annexion, en quelque sorte, du Schleswig-Holstein, ce qui va poser problème. Christian IX hésite à signer, le roi meurt, on le pousse à signer, et je crois que vraiment la mort dans l'âme, Christian IX signe malgré tout cette constitution dont il est conscient qu'elle créera des difficultés. Et notamment, donc il signe le 18 novembre, cette constitution qui exclut les duchés Holstein-Lauenbourg, mais intègre le Schleswig. Et donc, en excluant, ça amène une division du Schleswig-Holstein, ce que le Schleswig-Holstein ne voulait pas, et ce qui est contraire, vous vous souvenez, au traité de 1460. Donc on se retrouve dans une situation explosive, avec et Christian IX en est conscient, il sait qu'il contrevient au protocole de Londres de 1852, qu'il prend des risques, mais je crois qu'il a en tête la victoire de 48, 49, 50, 51, et il sous-estime complètement la puissance de feu de la Prusse entre ces deux périodes. Et Bismarck, lui, par contre, voit très bien tout le profit qu'il peut tirer de cette affaire, qui est minuscule, hein, mais quand même. Et début décembre 1863, l'Europe commence à se rendre compte que ça pose un problème. Le journal de Genève est rempli de ces questions de querelles dont personne ne sait exactement où elles se situent, mais n'empêche. Bismarck pousse la Confédération germanique à demander une exécution fédérale contre le Danemark parce qu'elle a contrevenu au traité. C'est quasiment une déclaration de guerre. Il mobilise fin décembre, puis marche sur le Schleswig jusqu'à Leider. L'idée, c'est de passer Leider et d'attaquer, ce qui est chose faite, au 1er février 1864. Donc, la guerre débute au 1er février 1864. Pause. Et on revient sur Genève. Parce que à Genève, 1859, Solferino, 1800, alors Dunant, vous connaissez cette tornade, arrive à convaincre, notamment, presque convaincre Dufour. Il a laissé un temps qu'il l'avait convaincu, je ne suis pas convaincue qu'il l'avait convaincu, mais quand même, ça marche. On a cette conférence d'octobre, 23-26 octobre 1863, qui crée le comité international de secours aux militaires blessés. Les noms vont un peu changer au fil du temps. On va appeler ça comité international, c'est vraiment l'ancêtre direct du CICR. Et qui pose différentes questions. 15 États sont présents et représentés pendant cette grande conférence. Et le comité international se rend très vite compte que cette crise peut être un premier test pour finir et achever de convaincre les États qu'il serait bon d'avoir des aides sur le terrain, et notamment des soutiens au corps de soins, au corps militaire d'infirmiers, de médecins militaires, qui soient civils. Les militaires ne sont pas tous convaincus de l'intérêt d'avoir... Les infirmiers veulent bien, des médecins civils sur le terrain de guerre, c'est moins évident. Et le comité se dit que ça pourrait être un excellent moyen d'aller tester les théories, hein, les 10 points qui ont été traités lors de cette conférence. Donc on est encore, donc il n'y a toujours pas de Croix-Rouge suisse, ça n'existe pas, elle va être créée un tout petit peu plus tard. Il y a un comité genevois qui a reçu 15 États, personne n'a rien signé, ils se sont séparés en disant on va se revoir et voir ce qu'on fait. Et ils se disent, il y a cette fenêtre, c'est trouble, la guerre éclate en février, et très vite, ce comité genevois va réagir. Henri Dunant, évidemment. Henri Dunant qui écrit, hein, on a les protocoles de toute première séance, qui dit « je serais bien allé moi ». Il aurait été ravi. Il dit « là, je ne peux pas, je dois aller discuter avec Napoléon III, Berlin, etc. Je ne peux pas y aller moi-même ». Donc, il faut y envoyer d'autres personnes.
Et donc, le 13 mars 1964, le comité international décide d'envoyer 2 délégués sur place. Le docteur Louis Appia, lui, il était déjà médecin, médecin déjà fait aux situations difficiles, puisqu'il avait été sur la bataille de Solferino, et où il avait compris qu'on avait des problèmes de matériel, notamment, pour, et c'est peu de le dire, pour aider et soigner les soldats blessés. Et puis Charles van de Velde, qui est néerlandais et qui lui se porte aussi volontaire pour aller sur ce front de guerre, d'étudier sur place. Et ce qui est tout à fait intéressant, je trouve, c'est que la question va être dit, alors, est-ce qu'on en envoie un? Et c'est le général Dufour qui dit, ah non, non, il faut en envoyer 2. Un dans chaque camp. Comme ça, on ne pourra pas nous taxer d'impartialité, on est sûr que nous resterons absolument neutres et impartials. Donc, et Appia dit, ah mais moi je veux aller à Berlin, moi je veux du côté prussien. Bon, Appia est d'origine allemande, il parle allemand, et il n'a aucune envie d'aller s'inférer au Danemark, si j'ose dire. Et c'est Charles van de Velde qui va faire 60 heures sans discontinuer de voyage horriblement compliqué pour aller de Genève au Danemark. Donc c'est très compliqué, mais enfin il est envoyé, et Appia a aussi à cœur, Appia déjà en octobre 1963, c'est lui qui avait soulevé la question du signe distinctif. Qu'est-ce qu'on a comme signe distinctif? Et il avait dit, un brassard blanc sur le bras gauche serait une excellente idée, blanc, signal de neutralité. Et puis, on ne sait pas très bien qui, mais le procès-verbal de la réunion dit « et il a été décidé d'y rajouter une croix rouge ». Et là, vous avez le brassard de Louis Appia, avec la signature, il met dessus les guerres auxquelles il a participé, les conflits auxquels il a participé. Alors, ce que Louis Appia ne pouvait pas imaginer, et il n'a jamais su, ce que Charles van de Velde va se rendre compte, c'est que pour se reconnaître, les troupes et les officiers autrichiens et prussiens portaient un brassard blanc lors de la guerre du Schleswig-Holstein. C'est pas de chance. Et comme vous voyez que la croix n'est pas immense, eh ben, Charles van de Velde a compris au bout d'un moment que son brassard n'était pas très utile du côté danois. Il s'est longtemps demandé pourquoi il n'était pas très bien reçu. Et en fait, après, il a compris. Donc, l'une de ses recommandations à Van de Velde, c'est d'avoir un brassard qui soit un peu plus imposant pour qu'on puisse véritablement l'utiliser et s'en servir comme peut-être une forme de bouclier. Lorsque la guerre démarre, hein, je vous donne juste l'ordre du maréchal général Friedrich von Wrangel, au nom de Dieu, à fond. C'est vous dire qu'on s'attend vraiment à une boucherie. Ce qui va, franchement, alors une guerre c'est toujours épouvantable, mais franchement ça ne va pas forcément être la boucherie à laquelle on pensait. Là je vous présente les dessins que Louis Appia a fait sur place. Donc Louis Appia est envoyé sur place avec comme mission d'envoyer des lettres régulièrement à Gustave Moignet pour lui dire ce qu'il en est. Gustave Moignet lui dit « Tenez-nous le journal, jour par jour ». Alors, il essaye, mais jour par jour, quand vous êtes sur un terrain de guerre, donc il écrit sur des bouts de papier, enfin c'est vraiment... Mais, quand même, hein, appréciez la qualité du dessin qui est fait sur place pendant les combats. Et justement, ça me donne l'occasion de vous lire quelques extraits des lettres qu'il a écrites. Donc, où il dit « Samedi et dimanche, j'ai été témoin du bombardement de la ville de Sonderburg et de l'incendie des blockhaus et des redoutes. Sombre spectacle. » Il est quand même extrêmement stoïque, je trouve, moi, mais bon. À intervalles réguliers, nous apercevions des lueurs, suivies immédiatement par le grondement des pièces de 24, donc canon. 24 livres, hein, les boulets, c'est quand même terrible. Cependant que l'incendie éclairait l'horizon d'une immense lumière. Autant que nous puissions en juger, ces destructions n'ont pas semblé porter un coup véritable à l'armée rivale. Rivale, chez lui, c'est danoise. Hein. En effet, donc la neutralité du premier délégué de la Croix-Rouge est, comment dire, relative.
En effet, 2 jours plus tard à peine, les canonnades reprenaient et l'on échafaudait de nouveaux plans de bataille dont la rumeur portait à nos oreilles tantôt un volet, tantôt un autre. Puis ensuite, il y a un assaut, mais qui est remis. Depuis lors, Düppel est soumise à Döbel en danois, à un bombardement plus ou moins intense. Il y a 3 jours, à la suite d'une telle canonnade, les Prussiens n'ont décompté que 8 morts et blessés. Et il explique qu'il va ensuite voir dans les différentes infirmeries sur place ce qu'il se passe. Et notamment, il souligne le grand travail des Chevaliers de Saint-Jean. Ils avaient une de leurs ambulances à l'écran. Et on n'ose pas imaginer ce que ça voulait dire d'être blessé et trimballé là-dedans. Donc ensuite, il parle de l'assaut à Düppel. On est en avril. À 2 heures après-midi, les fameuses redoutes de Düppel étaient en la possession des troupes prussiennes. Les points de Sonderborg rompus, et derrière ces ponts, les débris de l'armée danoise étaient rejetés dans l'île d'Alsen. L'assaut et la prise des lignes de Düppel avaient coûté 3 ou 4 heures seulement, et moins de sacrifices d'hommes que l'on en avait redouté d'avance pour venir à bout de cette tâche sanglante. Je passe tous les autres détails. Mais en fait, les Danois n'ont absolument pas pu résister aux colonnes d'attaque de la Prusse. Alors, du côté danois, on a quelques lettres aussi et quelques remarques de Van de Velde qui dit, hein, lui, il est du côté des perdants, il est tout surpris de voir qu'il n'est pas reçu. En général, je dois donner des éloges, ça c'est Van de Velde, hein, des éloges à la politesse avec laquelle les officiers du quartier général danois ont reçu l'étranger, lui, qui venait étudier de quelle manière les idées du comité international genevois pourraient être mises en pratique. Mais en pareil cas, un étranger a besoin de plus encore que de politesse. Il faudrait de la cordialité. Et cette qualité n'est pas aisée à rencontrer dans la vie de campagne du soldat, qui développe d'une manière frappante les égoïsmes individuels, et moins encore auprès d'une armée qui souffre de la supériorité numérique d'un ennemi puissant. C'est joliment dit, mais en fait il arrive, il se ramasse la pâtée, et vient leur dire « Est-ce que vous pensez que les idées du Comité international de Genève seraient intéressantes à mettre en place sur le terrain ?» J'aurais eu tort d'y compter dans de telles circonstances, et me mettant à la place de ces officiers, je me rends parfaitement compte de ce fait qu'un individu venait, il est vrai, avec des idées charitables, mais n'apportant cependant aucun secours réel, ne se trouve pas en situation de faire sur eux la meilleure impression possible, surtout en raison du caractère danois, qui n'est nullement porté à l'entrain et au laisser-aller qui suivent si aisément la première rencontre chez les peuples du Midi. Si j'eusse fait la campagne avec les Danois dès le commencement de la guerre, j'aurais eu le temps de m'initier peu à peu tous les détails dans lesquels les services personnels de ma part auraient pu être utiles et de gagner ainsi leur sympathie. Mais j'arrivais dans le moment le plus critique, j'apportais sans doute assez de bonne volonté, mais ni gens, ni choses, ni quoi que ce fût qui pût rendre ma présence appréciable par quelque acte réellement utile. Au contraire, j'avais à veiller avec le plus grand soin sur mes démarches afin de ne pas embarrasser d'une manière ou d'une autre le mouvement militaire. Et ça, c'est une grande leçon que le CICR, que la future Croix-Rouge va devoir tirer, c'est de faire attention quand même à ce que ces délégués ne viennent pas embarrasser les gens et venir leur parler de sujets qui, au moment où ils leur en parlent, ne les intéressent pas. Donc, d'une façon générale, ça c'est une lettre d'un militaire danois qui, en 1864, rédige quelques lettres et il rédige un livre en disant « finalement, ça aurait pu être pire. Les choses se sont passées de manière assez amicale, c'est un peu exagéré, hein, mais disons que la paix va être signée relativement rapidement par une convention en 1865 et finalement Bismarck est vainqueur, la Prusse est vainqueur sur toute la ligne, puisque, vous le notez, la ligne va passer d'ici à là. Donc le Schleswig va être administré par la Prusse, le Holstein et Lauenburg par l'Autriche. Peut-être pas une excellente idée, mais ça on verra.
Et l'ensemble est rattaché à la Confédération germanique. Et le roi Christian, qui donc, je vous le rappelle, hein, est monté sur le trône en novembre, il déclare la guerre au tout début 64 et il se fait battre complètement 3-4 mois après. C'est pas une super manière d'entrer en fonction, mais finalement, il va rester très longtemps à la tête du pays, il finira par se faire apprécier. Donc, heureusement, il a réussi à retourner la situation. Mais quand même, hein, je vous montre aussi, parce que quand il dit que ça s'est passé de manière presque amicale, oui, ça c'est des critères. Là, vous avez donc le moulin de Döbel après les affrontements, donc il n'en restait rien. Aujourd'hui, il a été reconstruit. C'est devenu une sorte de monument à la mémoire de ce grand conflit, parce qu'il est maintenant, Döbel est à la limite avec le Danemark, hein, il est sur le territoire danois, j'y reviendrai. Mais vous voyez, ce que je trouvais intéressant, c'est la qualité du dessin de Louis Appia par rapport à la photo qui a été prise. Donc ça donne une idée assez précise que c'était pas si amical que ça, finalement. Et puis également, le même moulin, mais vu sous un autre angle. Et finalement, c'est en octobre 1864, puis en 65, que la paix va pouvoir être enfin signée. Et cette fois de manière durable. Le Danemark est battu et la Prusse reprend une confiance considérable dans ses possibilités. Et puis, d'ailleurs, cette bataille au Danemark est restée un haut lieu du souvenir. Il y a chaque année des commémorations en costume de la défaite. Les Danois commémorent leur défaite, voilà, c'est comme ça. Du côté prussien, on en a fait des hymnes, hein. Il y a notamment des marches militaires très connues en Allemagne qui commémorent ces victoires. Et vous avez derrière, donc ça, on a construit le musée historique autour des restes du moulin. Et on a reconstruit le moulin un peu plus loin pour rappeler que Döbel était un lieu où il y avait beaucoup de moulins. Donc c'est devenu un centre historique assez intéressant. Et puis, dernier élément que je voudrais souligner, c'est que pour le CICR, ce conflit va être important parce que c'est juste entre la fin des combats et la paix que va avoir lieu la signature le 22 août 1864 de la première convention de Genève. Alors Genève est à feu et à sang, mais on signe la convention de Genève pour essayer de pacifier les États voisins ou les autres. Mais toujours est-il qu'il y a quelque chose d'assez intéressant à voir, et c'est notamment ce que dit Louis Appia. Il termine son rapport à la Croix-Rouge en disant justement, en soulignant que le but peut-être de la Croix-Rouge, ça va être un grand débat pour les années qui vont suivre. Peut-être que toute l'œuvre de la Croix-Rouge, ce n'est pas d'empêcher la guerre, c'est le grand débat, mais c'est de diminuer, adoucir les souffrances de la guerre par les œuvres de la charité. Tout le monde comprend de nos jours que la guerre ne doit pas avoir pour but de faire souffrir l'ennemi. Peut-être faudrait-il rappeler ça plus souvent. Et Dufour l'avait fait. Et c'est tout à fait dans l'esprit de Dufour, mais je crains que cet esprit se soit un tout petit peu essoufflé depuis. Mais seulement de mettre hors d'état de nuire. Et il poursuit avec cette phrase étonnante. Humaniser la guerre, si ce rapprochement n'est pas une contradiction, c'est là notre mandat. Témoignons hautement de notre vif regret, notre douleur de ne pouvoir faire plus. Protestons contre la grande iniquité collective qu'on appelle la guerre, iniquité qui n'est qu'une des formes du mal dans le monde. On est quand même entre des gens très très religieux, hein, c'est un peu moraliste. Mais après cette franche protestation, prenons la guerre pour ce qu'elle est et réunissons nos efforts pour en alléger les douleurs, demandant hautement, énergiquement qu'au-dessus du drapeau de la victoire, on laisse flotter le drapeau blanc et la croix rouge de la charité. Et c'est probablement en ayant en tête ces lignes qu'on va pouvoir orienter les débats de la première convention de Genève qui vont aboutir, mais vous le savez, hein, notamment à la neutralisation de tous les blessés, de tous les camps. Et la guerre montre, les Danois et les Prussiens, les services de santé ont été remarquables, ils ont vraiment soigné tout le monde. Il y a des endroits où on ne savait même pas qui était qui.
Et tant que les gens étaient blessés, on les soignait dans les ambulances, et notamment les ambulances religieuses. La neutralisation également du personnel sanitaire et la mise en place de façon officielle et reconnue par de plus en plus d'États de ce brassard de la Croix-Rouge, qui va ensuite poser des problèmes. La croix n'est pas appréciée partout dans le monde, mais ça c'est un autre chapitre, on aura peut-être l'occasion d'en parler une autre fois. Voilà, je vous remercie, j'espère que c'est un peu moins confus, mais c'est ce conflit des duchés. Merci.